Bien. Chers collègues, si vous le voulez bien, la séance est ouverte. Madame Mendes, acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Oui, monsieur le maire. Voulez-vous procéder à l'appel? Oui, monsieur le maire, je vous remercie. Monsieur Gérard Trémège. Présent. Monsieur François-Xavier Brunet. Présent. Madame André Doubrère. Présent. Monsieur Gilles Craspaille. Madame Anne-Marie Argounès. Monsieur Francis Touillat. Madame Céline Roulet. Monsieur Roger Vincent Calatayud. Présent. Madame Marie-Antoinette Cassagne-Rodriguez. Monsieur Jean-Claude Piron. Mireille Mendes, je présente. Monsieur Michel Forger. Madame Marie-Suzanne Campagnol. Monsieur Pierre Logini. Madame Nathalie Suzac. Monsieur Albert Malfait. Madame Anne Candebat-Tréquet. Monsieur Eugène Pourchier. Madame Marie-Françoise Crancé. Monsieur Christian Escobedo. À donner pouvoir à Monsieur Calatayud. Monsieur Jean-François Calvo. Monsieur David Larazabal. Monsieur Michael Ducrot. Monsieur Laurent Texera. Madame Marie-Christine Huin. À donner pouvoir à Madame Doubrère. Madame Cynthia Perret. Madame Florence Gassan. À donner pouvoir à Monsieur Brunet. Madame Delphine Pouey-Girardot. Monsieur Sébastien Cojol. Madame Caroline Tonon. Arrivera à 19h, 19h30 et en attendant, donner pouvoir à Madame Argounès. Madame Inde Amri. Monsieur Romain Giral. Madame Elisabeth Arex. Madame Elisabeth Brunet. Monsieur Jean-Claude Palmade. Madame Christiane Elip. À donner pouvoir à Monsieur Palmade. Madame Michel Fambaran. Monsieur Laurent Dubouix. À donner pouvoir à Madame Femme. Monsieur Pierre Montoya. Madame Marie-Pierre Vieux. Monsieur Pierre Lagonel. Madame Laurence Ancien. Et Monsieur Dominique Montama. Merci, Madame la secrétaire. Avant de passer à l'ordre du jour, je vous précise que 2 dossiers ont été déposés sur table. Il s'agit du point numéro 15, adhésion de la ville de Tarbes à l'association Ambition Pyrénées, et du point 30, création d'une chambre funéraire. Nous aurons l'occasion de voir cela tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions à poser sur le compte-rendu des décisions prises en vertu des articles L 21, 22 et 23 du Code général des collectivités locales? Monsieur Montama. Bonsoir tout le monde. Oui, simplement, c'est sur les tableaux. C'est pas dans les écrits. Il faut se reporter sur les marchés passés, sur délégation d'articles. Je suis interpellé par 3 ou 4 rubriques, à savoir l'acquisition d'un véhicule neuf avec reprise en lot unique, la TDA Citroën, 34 000 € avec une reprise de 15 200. D'une manière générale, l'acquisition de véhicules au pluriel pour la ville de Tarbes. Donc on voit bien Pyrénées Automobile, TDA, déclaré sans suite, et le numéro 4 pour manutention. Alors la question que je me pose au sujet des véhicules, c'est simplement pour quels services ils sont prévus. Parce que là, il n'y en a qu'un qui est précisé, c'est celui qu'on comprend bien qui serait de la manutention, mais après, le tout premier donc à 34 000 et puis après les autres à 38 000. Comment? Ben dans le tableau, c'est le deuxième verso, le premier verso du tableau. La page n'est pas numérotée. Quand vous attaquez le tableau, vous avez une première face et c'est son verso qui nous intéresse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à la 8e ligne. L'acquisition d'un véhicule neuf avec reprise. Bon, voilà, ça très bien, on a besoin de véhicules. Compte tenu des prix importants, c'est pour savoir qui a besoin de véhicules de ces prix-là, quoi, dans nos services. Ainsi que, après tout ce qui s'ensuit, on retrouve aussi Pyrénées Automobile à 38 000 €. Dans le contexte actuel de restriction un petit peu des budgets, je trouve que c'est un peu important ces sommes pour des véhicules. Alors à moins que ça soit absolument nécessaire, mais ça me paraît élevé. Voilà, c'est pas que je veuille qu'on ne roule pas dans de bonnes voitures. Hein. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire à qui sont dédiés ces véhicules? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ou sur les décisions prises par le Oui, maire? après, j'en aurais une autre aussi, c'est sur les prestations de maintenance et des installations de vidéoprotection. C'est pareil, c'est un peu cher, 11 000 € quand même. Déjà qu'on n'est pas tous d'accord, en tout cas nous, l'opposition, nous n'étions pas d'accord sur l'acquisition exorbitante en termes de prix des caméras de vidéo. Si en plus elle nous coûte 11 256 € de maintenance, je trouve que c'est un peu élevé. Et la dernière, j'en aurai une dernière, c'est la réalisation du skatepark à proximité de la Bourse du Travail. Alors, je ne fais pas machine arrière, puisque je fais partie de la commission d'urbanisme. Moi, je ne peux que me positionner pour que nos citoyens, en particulier les jeunes, aient des zones de ludiques qui leur soient réservées et qui leur soient confectionnées. Alors après, c'est quand même la somme qui m'interpelle un peu, 124 000 € sur un skatepark, pareil, dans le même contexte de réduction et d'économie, ça fait un peu cher. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bien, alors, j'ai compris que la première question, vous vouliez savoir quels étaient les véhicules qui faisaient l'objet de ces engagements, ou plutôt vous voulez savoir exactement quel est le véhicule qui correspond au véhicule mis à la disposition du maire. Tous les autres étant des véhicules mis à la disposition de services, y compris du CCAS. Mais si vous voulez les détails, je vous les donnerai. Pour ce qui concerne ce qui vous intéresse en premier lieu, c'est, et à mon avis exclusivement, c'est le véhicule qui est mis à la disposition du maire. Je voudrais vous rappeler que je dispose d'une C5 qui a été acquise en 2011, qui aujourd'hui a 100 000 km, et compte tenu du fait qu'elle est quand même en très bon état, on envisage de nous reprendre 15 200 €. Ce qui veut dire qu'en fait, comme elle nous a coûté 32 000, enfin 42 000 exactement, puisqu'à l'époque, il y avait une reprise d'une 607 pour 10 000 €, le prix réel de cette voiture est de 41 548 moins 15 200, 26 348. Elle a 100 000 km. Et si c'est ce que vous voulez savoir, c'est, voilà, 26 348, c'est le véhicule mis à disposition du maire. Les autres, on vous donnera le détail, je ne l'ai pas là, mais je présume que la question qui vous intéressait le plus, c'était celle-là. Pas spécialement. Nous aurons l'occasion. Pas spécialement. Mais non, ne me prenez pas pour un enfant de cœur. Ensuite, mais je ne l'ai jamais fait, c'est pas près de m'arriver de vous prendre pour un enfant de cœur. Oui, vous avez raison. Je l'ai été de nombreuses années, mais je ne le suis plus. Vos convictions vous appartiennent. Ce n'était pas nécessairement un problème de conviction. C'était aussi un problème d'opportunité. Il y en a une autre à 38 000. C'est pour ça, non, c'est les sommes qui me... C'est pas que la première, c'est la seconde après. Écoutez, vous verrez dans le budget 2015 que notamment il y aura, si ma mémoire est bonne, au total sur la ligne acquisition de véhicules 182 000 € ou 185 000. Voilà ce qu'il va y avoir. Et dans ces sommes-là, il y a pour 175 000 € l'achat d'une nouvelle laveuse, autolaveuse. Et voilà donc ce que vous trouverez dans le budget que nous examinerons dans quelques semaines. Vous verrez que la dépense la plus importante, c'est celle que nous faisons pour donner à nos agents les meilleurs moyens d'effectuer leur mission dans de bonnes conditions. Une laveuse qui va coûter 175 000 €, une autolaveuse. Mais je ne doutais pas que nos agents soient dotés. C'est les... Alors l'autre véhicule à 38 000, on me dit que c'est un fourgon. C'est pour le CCAS. Pour les repas à domicile, non. Comment? Après, quelle était la troisième question? Je ne me souviens plus. Non, c'était une remarque. C'est le skatepark. Bon, le skatepark. Non, il manquait la maintenance à 11 000 de la vidéo. Ça fait partie, je suis désolé, mais là, les commentaires sur les conventions qui ont été souscrites il y a quelques années, quand on achète des matériels, l'acquisition est assortie de contrats de maintenance. Eh bien, contrat de maintenance, si ma mémoire est bonne, on a investi plus de 500 000 € sur la vidéoprotection. Un contrat de maintenance de 11 000 € pour une installation de 500 000, moi, personnellement, ça ne me choque pas. Ce qui me choque davantage, et ça, c'est un autre problème, c'est d'apprécier
la qualité de la maintenance par rapport au coût de la maintenance. Ça, c'est une autre affaire. Et aujourd'hui, on a un problème sur lequel nous travaillons avec le pôle sécurité, avec Roger Vincent Calatayud et avec Jean-Luc Cossou. C'est un deuxième problème. Mais le coût en lui-même, par rapport à l'investissement, est tout à fait normal. Quant au skatepark, eh bien, écoutez, c'est un choix qui a été fait il y a plusieurs années, il y a au moins 3 ans maintenant. Il fait partie, ce skatepark, des projets que nous avons proposés au Tarbes et au Tarbais. Et là, nous passons dans la phase de réalisation. Que cet investissement vous semble peu opportun dans le contexte actuel, c'est votre sentiment. Moi, je préfère voir les jeunes sur les terrains de sport ou sur des skateparks que de les voir dans les cages d'escalier se livrer à d'autres sports. Voilà, c'est un choix totalement différent du vôtre. Nous l'assumons avec Francis Touillat et nous irons jusqu'au bout de ce projet. Francis. Excusez-moi, vous avez détourné mon propos. Je n'ai jamais dit que ça n'était pas opportun. Donnez la parole à non, mais je ne vais pas vous laisser... Monsieur Touillat. Si vous permettez, Monsieur Montama. Bon, moi je suis très surpris de vos propos pour ne pas dire autre chose. Voilà, mais je vais vous rappeler aussi que ce skatepark date d'un certain temps. Il est vieux, il est dangereux. Et pour votre information, je vous dirais que ça fait en 3 ans 20 000 € par an que nous mettons pour réparer chaque année le skatepark, ce qui fait 60 000 € en 3 ans. Donc à un moment donné, il faut prendre des décisions qui sont comptables. Et je crois qu'il était nécessaire d'offrir ça à notre jeunesse qui appréciera vos propos. Je crois que si vous ne fréquentez pas souvent ce skatepark, parce que si vous y étiez, vous verriez qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde, et qu'il est aussi de notre devoir de répondre aux attentes de notre jeunesse. Voilà ce que je tenais à dire. Quant au prix que vous avez souligné, 124 000 €, je vous engagerai à voir un petit peu ce qui se fait par ailleurs, et notamment le dernier qui vient de se faire dans le secteur, c'est à Cabreton, dans les Landes, qui a coûté 220 000 €, et nous sommes encore bien loin de ces chiffres-là, et on ne peut que se réjouir que la ville de Tarbes aujourd'hui puisse offrir, répondre aux attentes de beaucoup de jeunes. Merci. Monsieur Montama, vous pouvez prendre la parole. Oui, je n'ai jamais dit que c'était inopportun, contrairement à ce que vous avez dit. J'ai mis un préambule à mon intervention en disant qu'on ne pouvait que se féliciter que les jeunes aient ce genre d'équipement. Mais c'est que le prix qui m'intéressait de questionner, à minima de questionner. Donc ne détournez pas mes propos, s'il vous plaît. Eh bien, comme vient de vous le dire Francis Touillat, renseignez-vous sur les prix et vous verrez que les choix qui sont les nôtres sont parmi les plus pertinents et les meilleurs, j'espère. Et en tout cas, ils ont été faits en étroite collaboration avec des associations de jeunes pratiquants de skate, de roller, en fait, tous les sports pratiqués sur ces installations. Nous avons suivi leurs conseils, on peut le dire, parce qu'il y a des spécialistes très pointus dans ces domaines et vous jugerez sur pièce. Y a-t-il d'autres questions sur le relevé des décisions? Il n'y en a pas et je vous demande si vous êtes d'accord pour adopter les procès-verbaux du 22 et du 29 septembre dernier. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Il n'y a pas d'opposition. Pas d'abstention. Ils sont approuvés. Je vous propose d'aborder tout de suite le point numéro 4, car nous avons demandé à Madame Amélie Horry, qui est ici, qui nous conseille, que nous consultons depuis de nombreuses années dans ces domaines, de nous présenter l'analyse prospective 2014-2020 qu'elle m'a présentée il y a quelques jours, devant la pertinence de ces analyses et, je dirais, en même temps, les questions fondamentales qu'elles vont poser. Il m'a paru plus que judicieux, je dirais nécessaire, que cette étude totalement objective soit présentée au conseil municipal. Je rappelle que Mme Horry et le cabinet au sein duquel elle travaille effectuent des missions de ce type auprès de nombreuses communes. Madame Horry, si vous le voulez bien,
pouvez et vous présenter et commencer votre présentation. Bonjour, donc je m'appelle Amélie Horry. Ah non, il faut parler dans le micro plus près. Hein. Plus près. Alors, bonjour, je m'appelle Amélie Horry. Je suis consultante au sein de la société Ressources Consultants Finance. Nous sommes une société d'études et de recherche et de prospective en finances locales. C'est-à-dire que nous faisons de l'expertise financière pour l'ensemble des collectivités locales, qu'elles soient des communes, des intercommunalités, des départements ou des régions. Donc, ce qui m'amène ce soir, en fait, c'est de présenter l'évaluation et les conséquences du contexte national sur les finances de la collectivité de votre commune, de la ville de Tarbes. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'État verse des dotations aux communes et aux collectivités locales, et que ces dotations devraient diminuer de 11 milliards d'ici à 2017, et si on prend en compte l'année 2014, c'est une baisse de 12 milliards et demi. Donc je vais vous présenter ce que cela signifie pour votre commune et quelles sont les conséquences en fait pour la ville de Tarbes à moyen terme. Donc tout d'abord, nous allons commencer avec le contexte national. Alors, qu'est-ce que c'est que le prélèvement sur DGF? La DGF, c'est la dotation globale de fonctionnement. C'est ce que l'État verse à toutes les collectivités locales. Donc votre commune perçoit de la dotation globale de fonctionnement. C'est une recette de fonctionnement. Il est très important de s'en souvenir pour la suite de la présentation. Eh bien, à compter de l'année 2014, a été mis en œuvre le pacte de responsabilité qui a été voté en loi de finances pour 2014. Et ce pacte de responsabilité prévoyait une baisse de la DGF de 1,5 milliard pour l'ensemble des collectivités en 2014 et de nouveau de 1,5 milliard en 2015. Donc ce premier 1,5 milliard qui a été prélevé a représenté 0,74-79% des recettes de fonctionnement des communes, recettes retraitées. Alors, qu'est-ce que cela représente 1,5 milliard pour les collectivités et 0,74% des recettes de la commune de Tarbes? Eh bien, c'est un prélèvement sur vos recettes que vous avez eu en 2014 de 452 000 €, soit quasiment un demi-million d'euros. Ensuite, la réduction annoncée des dotations de l'État. Eh bien, en avril, fin avril 2014, a été présenté en Conseil des ministres le programme de stabilité, qui est aujourd'hui voté et mis en œuvre dans la loi de finances pour 2015. Et qui voit des effets sur les futures lois de finances jusqu'en 2014. Eh bien, il y a eu un premier 1,5 milliard prélevé en 2014, il y aura de nouveau 3,7 milliards prélevés en 2015, de nouveau 3,7 milliards prélevés en 2016 et de nouveau 3,7 milliards prélevés en 2017. Ce prélèvement, ensuite, restera dans les comptes des collectivités locales. Alors, c'est au total 65,5 milliards que les collectivités locales ne percevront pas entre 2014 et 2020. 65,5 milliards en cumulé pour l'ensemble des collectivités, ces communes, départements, intercommunalités, régions. Eh bien, cela représente une année d'impôt sur le revenu prélevé en France environ. Cela représente 3 années de produits de taxes d'habitation ou à peu près une année de l'ensemble des produits de la fiscalité locale prélevés par les collectivités. Madame, que ces prélèvements sont un impôt, représentent un impôt qui est prélevé sur les collectivités locales. C'est un prélèvement pour le redressement des comptes publics. Oui, ce prélèvement, c'est un impôt ou une taxe. C'est un prélèvement. Alors, ce prélèvement sera multiplié par 8,44 d'ici à 2017. Ça veut dire qu'en fait, c'est un taux qui est prélevé sur vos recettes, 0,74% en 2014. Ce taux va être accru de 1,85% chaque année jusqu'en 2017 pour atteindre un taux, on va dire, de régime de croisière qui est de 6,31%. Donc, n'oubliez pas que c'est des recettes qui vont diminuer chaque année d'ici à 2017, mais des recettes de fonctionnement. Alors, mettez-vous à la place d'un ménage qui aurait un salaire, par exemple, de 1 500 € et à qui on dirait d'ici 3 ans, on va diminuer
votre salaire mensuel d'ici à 3 ans. Eh bien, ça veut dire qu'à la fin du mois, vous allez avoir une capacité d'épargne qui va diminuer d'ici à 3 ans. Donc, moins d'épargne en ce qui concerne la capacité d'investissement. Eh bien, c'est exactement le même mécanisme pour les ménages. Alors, pour la ville de Tarbes, cela représente en fait un montant en 2017 de prélèvement de 3,6 millions. Eh bien, au total, en cumulé sur 2014-2020, eh bien, ce sont des recettes que la ville n'encaissera pas, qui seront de l'ordre de 19,2 millions en cumulé entre 2014 et 2020. Donc, vos recettes de fonctionnement, on va dire à statu quo, eh bien, vont diminuer de 3,6 millions d'ici à 2017. Et c'est 3,6 millions que vous n'auriez plus ensuite dans le futur. Voilà ce que c'est que le programme de stabilité. C'est pourquoi, en fait, ce programme de stabilité et ce pacte de confiance, en fait, modifie si fortement les budgets à venir de l'ensemble des collectivités, puisqu'ils vont diminuer les recettes. Et c'est un moment historique pour les collectivités locales, puisque c'est la première fois que, du fait d'une baisse des dotations, les recettes des collectivités diminuent toutes dans leur ensemble. Donc, on peut rappeler que le bloc communal est appelé à hauteur de 56% sur l'ensemble des 12,5 milliards. C'est exact. Et sur le bloc commune EPCI, c'est-à-dire qu'après on répartit ces prélèvements, mais entre les communes et les intercommunalités, les communes emportent 70% et les intercommunalités 30% du prélèvement. Donc, en ce qui concerne, maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est en quoi cela vous impacte, vous, en tant que ville, pour la ville de Tarbes, quant à vos capacités financières futures. Puisque, à l'image d'un ménage, si on vous annonce une baisse de vos recettes, il faut que vous prévoyiez cette baisse pour pouvoir ajuster les équilibres financiers à moyen terme, voire à court terme. Donc, le premier tableau, c'est un scénario au fil de l'eau. En fait, l'objectif, c'est de voir quelles sont les tendances financières de votre commune en appliquant cette baisse. C'est une évaluation, en fait. Eh bien, les recettes de fonctionnement qui étaient en 2014 de 61,6 millions vont être d'ici à 2017 de 60,6 millions. Donc, ça fait une perte de vos recettes de 1 million d'euros. Alors, ce n'est pas une perte sèche de 3,6 millions, c'est tout à fait cohérent parce qu'il y a en face une évolution des recettes fiscales liée à l'évolution des bases fiscales. Et puis, il y a une évolution des différentes autres recettes. En parallèle, par contre, les charges de fonctionnement, elles ont été estimées en croissance à 0,5% en moyenne annuelle. 0,5%, mais c'est en réel, hors inflation. Ça veut dire que si on inclut l'inflation, c'est une évolution de 1,8%. Ça veut dire que la prospective ici présentée prévoit une croissance de vos charges à un rythme moins rapide que sur le dernier mandat. Voilà, de 1 point inférieur à la croissance du dernier mandat. Eh bien, malgré cette baisse de la croissance des charges, il y a quand même croissance des charges, mais baisse du rythme de croissance, eh bien, la capacité d'autofinancement, soit l'épargne nette de la ville de Tarbes, deviendrait négative, et ce très rapidement, c'est-à-dire soit dès 2015, et atteindrait un seuil de moins 3,4 millions d'ici à 2017. Alors, dans ces conditions, il est compliqué pour une ville d'être en capacité de réaliser un programme d'investissement. Puisque si on ne dégage pas de capacité d'autofinancement, il est difficile d'investir. Néanmoins, n'oubliez pas que l'investissement pour une collectivité locale, pour une partie de son investissement, c'est une dépense obligatoire en ce qui concerne l'entretien du patrimoine. Donc quand on se retrouve dans ce type de situation, on se retrouve face à une difficulté immense, puisque la collectivité serait dans l'incapacité de payer son annuité de dette avec ses seules recettes de fonctionnement, alors que c'est obligatoire. Donc on se retrouve dans un cas où il faut à tout prix rectifier le solde de fonctionnement. Alors, la première alternative,
c'est tout d'abord, premier réflexe qu'ont les collectivités locales. On renonce à l'investissement. Sur la dernière simulation, il y avait une prévision d'un programme d'investissement de 8 millions en moyenne annuelle, alors que par le passé, vous étiez à 13 millions en moyenne annuelle. Eh bien, si on avait un programme de 3 millions en moyenne annuelle, pour autant, vous ne retrouveriez pas une épargne nette positive. Ça veut dire que renoncer à l'investissement ne va pas vous permettre de retrouver un solde de fonctionnement après paiement de l'annuité de dette positif. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire énormément d'investissements, mais ça veut dire que le premier réflexe qu'ont les collectivités n'est pas suffisant à restaurer la solvabilité. Donc, le deuxième réflexe, c'est comment équilibrer le fonctionnement. Il y a deux possibilités pour équilibrer le fonctionnement. Soit on augmente les recettes de fonctionnement, soit on diminue les charges de fonctionnement. Donc, première chose que je vous présente, c'est une augmentation des recettes de fonctionnement. Cette recette de fonctionnement, je la présente ici par une augmentation des taux ménages. C'est-à-dire que pour maintenir la solvabilité, dans ce contexte économique national, il faudrait augmenter les taux ménages de 10%. Ou, autre alternative, il faudrait diminuer les charges de fonctionnement. Si on n'augmente pas les recettes, on peut diminuer les charges de fonctionnement. Alors, quel serait le seuil ici? C'est-à-dire qu'il faudrait ramener des charges de fonctionnement à un niveau de 49 millions d'euros d'ici à 2 ans, donc charges de fonctionnement strictes, juste les consommables personnels, les contributions aux associations, et ainsi de suite. Eh bien, ici, on se retrouve avec des charges qui seraient à un niveau inférieur à l'année 2013. Mais c'est tout à fait cohérent par rapport à ce qui est annoncé aujourd'hui par l'État. C'est que, en fait, quand on dit le saut à faire chaque année est une baisse de vos charges de 1,85%, eh bien oui, si on part de 2013 et qu'on supprime la croissance de 2014, qu'on supprime 2015 et ainsi de suite, on retrouve en fait un seuil inférieur des charges à l'année 2013. Donc c'est une baisse stricte des charges, une destruction de charges de fonctionnement ici. Alors, ici, le bilan des alternatives. Qu'est-ce que je vous ai présenté comme scénario? Il y a 4 scénarios. C'est en fait pour avoir une sorte de cadrage de ce que induit le programme de stabilité. Le premier scénario qui était au fil de l'eau, on laisse les choses se dérouler telles qu'elles sont, avec une maîtrise quand même des charges de fonctionnement prévues, puisque la croissance des charges serait inférieure au mandat passé en moyenne annuelle, et avec un programme d'investissement inférieur au programme passé en moyenne annuelle aussi. Eh bien, si on ne fait rien, la collectivité se retrouve dans un cas d'insolvabilité financière. Alors, trouver une solution par l'investissement est insuffisant. Il faudrait forcément, quand on vous supprime des recettes de fonctionnement, rééquilibrer le solde de fonctionnement. Quand on a pris l'exemple tout à l'heure d'un ménage, le ménage gagne 1 500 € par mois. On lui dit, dans 2-3 ans, vous allez gagner 1 300 € par mois. Certes, mais aujourd'hui, ce ménage consomme 1 300 € par mois. Ça veut dire qu'il dégage une capacité d'épargne chaque mois de 200 €. Vous me suivez? Eh bien, si on dit que ce ménage, dans 3 ans, gagne 1 300 €, ces charges, elles, vont suivre un effet lié à l'inflation. Elles vont peut-être être de 1 400 € d'ici 3 ans. Ça veut dire que dans 3 ans, ce ménage aura un déficit de fonctionnement de 100 €. Alors, que doit-il faire? C'est la question aujourd'hui qui est posée aux élus. Que devez-vous faire? Voilà pour la présentation. C'est bon. Je trouve votre conclusion un peu sommaire quand même. Hein, dire, bon, voilà, et puis maintenant, j'ai dit, que devez-vous faire? Bien sûr que nous verrons ce que nous allons faire. Nous allons déjà en parler lors du débat d'orientation budgétaire, puis on va le voir dans l'élaboration de nos budgets. Nous travaillons sur des programmes au moins triennaux en matière d'investissement. Il est évident que ce que vous nous présentez est un véritable chambardement dans les équilibres de gestion d'une collectivité, comme d'une entreprise d'ailleurs.
puisqu'il y a une chose que vous n'avez pas dite, c'est que même si on diminue nos dépenses de fonctionnement, considérant que les dépenses de fonctionnement les plus importantes que représente la masse salariale sont des dépenses quasiment incompressibles, qui veut dire que notre marge de manœuvre sur les dépenses de fonctionnement, elle est quand même relativement réduite. Ensuite, les options, il est évident qu'on ne suivra pas l'exemple que vous avez choisi, une augmentation du taux de la fiscalité de 10%. Parce que dans le contexte actuel, c'est absolument insupportable. Nous verrons comment nous arbitrerons entre les différents paramètres et les différentes solutions pour pouvoir arriver à assurer des équilibres. Mais ce qui est intéressant et important dans votre présentation, d'abord, c'est de rappeler, vous ne l'avez pas dit mais je le redis parce que je vous l'avais demandé, que les conclusions que vous nous présentez sont des conclusions que vous présentez quasiment dans toutes les communes où vous êtes appelés à intervenir, sauf les communes très riches qui voient leur richesse fondre, mais qui ne voient pas leur épargne devenir négative. Mais dans des communes comparables aux nôtres, les conclusions sont les mêmes. Ce qui veut dire, parce que là aussi les conclusions sont sommaires, quand on voit des comptes qui se dégradent dans une municipalité ou dans une SEM, c'est sommaire de dire que c'est à cause de la mauvaise gestion. C'est sommaire, c'est de mauvaise foi, c'est tout ce qu'on voudra, de dire que c'est de la mauvaise gestion. C'est pour ça qu'il était intéressant que vous nous présentiez cette étude, que nous puissions chacun prendre conscience de l'ampleur, de l'impact de ces décisions sur la gestion de notre collectivité. Et que quand on résiste à des sollicitations qui se traduisent par des augmentations de charges, que quand on décide de ne pas remplacer chaque fois que possible des personnels qui partent en retraite, c'est parce que nous n'avons pas d'autre choix, que quand on essaie de se battre contre l'absentéisme, qui est une des raisons d'augmentation du coût de la masse salariale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont absents pour maladie, on est obligé de les remplacer pour assurer le bon fonctionnement du service. Et ce qui veut dire que sur ces mêmes services, on paie double salaire pendant la durée de l'absence. Il faut que donc nous travaillions sur tous ces points. Je ne suis pas certain que nous soyons compris et accompagnés sur l'ensemble de ces points par tout le monde, notamment quand je parle du non-remplacement de départ en retraite, quand je parle des efforts qui seront à faire sur l'absentéisme. Je pense que je ne suis pas certain que tout le monde ait le sens de la responsabilité qui conviendra dans cette affaire pour nous aider à faire en sorte que les ratios soient meilleurs. N'empêche que ce rapport que vous nous faites est une sonnette d'alarme que vous tirez, fort justement. Je trouve que c'est très bien que vous le fassiez vous, qui êtes un cabinet indépendant et avec une étude objective, car si c'était moi qui avais présenté cela, j'aurais été taxé de subjectivité, disant que je cherche à charger la barque sur le dos de l'État, de la politique de l'État, etc. Je ne dis rien. Je dis voilà des décisions qui sont prises au niveau national et voilà les conséquences. Et quand dans le même temps, il y en a qui ne se rendant même pas compte de la gravité de la situation et qui aujourd'hui mènent encore des combats d'arrière-garde qui consistent à dire il faut embaucher, il faut faire ceci, il faut faire cela, je dis que c'est de l'irresponsabilité, voire même de la sottise souvent. Voilà. C'est pour ça qu'il est bon que cette information, Madame Horry, soit donnée à tout le monde. Ce qui veut dire que, je l'espère, vous allez avoir de bonnes questions qui vont vous être posées. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est un axe de travail sérieux et important sur lequel j'invite tout le monde, majorité et opposition, à nous rejoindre pour que nous puissions travailler sur l'évolution des équilibres financiers de notre collectivité dans les 5 années qui viennent. Qui veut poser des questions à Madame Horry? Monsieur Montoya.
Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, le constat est évident. Mais pourquoi? Je crois que c'est à cette réponse qu'il convient d'apporter un certain nombre de termes. Mais je dois dire que dans les comparaisons qui ont été faites, je n'aime pas trop cette comparaison, collectivité territoriale, comptabilité publique, les ménages, comptabilité privée. Je dirais qu'on fonctionne différemment, qu'une collectivité n'a pas la même vocation qu'une entreprise, donc il faut cerner les choses. Quelle est la situation des ménages? Quelle est la situation des collectivités territoriales? Tout simplement parce qu'il y a cette course après la dette, donc tout est cristallisé autour de la dette, et je dirais dans une forme de pensée unique. La dette, la dette, la dette. Or, toute collectivité procède par emprunt. Donc, pourquoi? Il y a le maintien et le développement voulu d'inégalités fiscales. On ne va pas chercher l'argent où il est. Donc pour éviter de ponctionner, par exemple, de faire une véritable réforme fiscale qui permettrait d'avoir des recettes, y compris par l'impôt sur le revenu, qui est à mon avis l'impôt le moins injuste, alors que toutes sortes de taxes sont fondamentalement injustes, et on sait à la fin qui les paie. Or, dans le cadre d'une politique de l'offre dont le corollaire est la baisse de la capacité fiscale des ménages dans le même temps, que l'on ponctionne par l'intermédiaire des collectivités dont ils dépendent, c'est une forme aussi de raquette. C'est une taxe différée. Baisse du fonctionnement, c'est un credo assez extraordinaire, car il faut avoir les moyens de fonctionner. Tout service public, tout service rendu à la collectivité, c'est généralement du fonctionnement. Et j'entends que les salaires deviennent des charges. Je pensais qu'au contraire, le salaire était gratifier le travail exécuté. Et il y a des pays où il n'y a pas de charges. D'ailleurs, il y a des pays où il n'y a pas de charges et il n'y a pas de fonctionnaires. Mais il n'y a pas d'école non plus. Il n'y a pas d'hôpitaux non plus. Il n'y a pas de route, il n'y a pas l'eau courante. Ça, c'est du fonctionnement. Donc, le développement d'un pays ne repose pas que sur l'investissement, car tout investissement entraîne des coûts de fonctionnement. Il faut bien faire fonctionner les choses sur lesquelles on a investi. Donc, non, je n'aime pas trop ce parallèle entre les ménages et les collectivités. Je dirais d'autant plus qu'en fait, ce sont toujours les ménages qui sont ponctionnés et que ce credo libéral qui est imposé, cette pensée unique, y compris par le gouvernement actuel, qui se livre à un véritable racket avec comme obsession la dette, alors qu'on sait très bien que la dette au niveau national, on ne la paiera jamais. Et que les politiques restrictives, eh bien, on en voit le résultat en Grèce, on en voit le résultat en Espagne, où les hôpitaux ferment, où les écoles ferment. On le voit en Italie où on vend des écoles, on le voit en Grèce où on vend les ports, où on vend même le patrimoine, on vend y compris des îles. Je dirais qu'à un moment donné, il faudra se poser la question, au niveau local comme au niveau national, qu'il y a d'autres voies à suivre. Que ces politiques d'offres nous mêlent droit au mur, à saigner les collectivités. Quand on dit saigner les collectivités, cela veut dire les collectivités, ça paraît abstrait. Mais derrière les collectivités, il y a des gens. Il y a des Tarbaises et des Tarbais, il y a des Toulousains et des Toulousaines, il y a des habitants, il y a des ménages à qui on va demander et sur lesquels l'effort essentiel va peser sans que l'on touche à minima sur le capital. Alors dans le même temps,
On nous dit crise, il y a la crise, mais ce n'est pas la crise pour tout le monde, puisqu'il y en a qui s'appauvrissent, mais il y en a d'autres qui s'enrichissent. Vous voyez, le rapport entre les vases communicants. Et c'est là, sur ceux qui s'enrichissent, qu'on doit ponctionner. Et que l'État doit revoir en totalité sa politique, parce que sinon, je l'ai déjà dit, j'ai eu l'occasion de le dire, 70% de l'investissement en France est le produit des collectivités territoriales. Or, effectivement, on est en train de saigner cette capacité à investir, et dans le même temps, la pauvreté s'installe, de plus en plus de gens sont dans la précarité, de plus en plus de gens ont peine à faire face à l'impôt, pendant que d'autres se gavent. Bien, je n'ai pas entendu beaucoup de solutions. J'ai entendu un discours idéologique un peu ringard qu'on entend depuis des années et qu'on entend sous tous les préaux des municipalités communistes. Je regrette qu'il n'y ait aucune proposition. Il y a une réalité qui s'impose à tout le monde. Votre propos, je le respecte. Vous savez que je l'estime pour vous, Monsieur Montoya, mais permettez-moi de vous dire qu'il démontre une inculture économique absolument consternante et un discours d'un autre temps. J'aimerais bien, même si je suis d'accord avec vous sur certains termes, de raquettes, ah oui, je suis d'accord, de raquettes absolument inopportuns, c'est-à-dire qu'on est en train de couper les ailes à ceux qui investissent dans nos territoires. Qui donne du travail dans les territoires sont les collectivités locales, aux entreprises. Le résultat aujourd'hui, c'est que dans l'ensemble de nos territoires, les investissements vont diminuer. Et j'ai entendu Madame Aubry dire que c'était aller à contresens en ponctionnant par ce prélèvement les collectivités locales, car je l'ai dit ici, quand on nous prélève 1 million d'euros, c'est 10 millions d'investissements qu'on peut réaliser et rembourser avec ce million d'euros. Alors imaginons en multipliant par 65 milliards, ce qui pourrait se passer comme investissement en France entre 2015 et 2020. Je pense qu'on est en train de nourrir le cercle vicieux dans lequel beaucoup de pays d'Europe se trouvent aujourd'hui, et la France également. En procédant de la sorte, je ne pense pas qu'on aille vers des situations vertueuses. Marie-Pierre Vieux. D'abord, excusez-moi, j'avais juste une question de forme à poser. L'intervention de Madame Aubry est-elle l'intervention qui inaugure notre débat sur les orientations budgétaires? Va-t-il y avoir donc l'intervention d'un élu de la majorité pour défendre les orientations budgétaires de la majorité de Tarbes? Donc voilà. Donc je voudrais savoir, parce que bon, ce que dit Madame Aubry, je l'entends tous les jours sur les chroniques économiques, que ce soit sur BFM ou sur iTélé. Donc c'est vrai qu'en matière de modernité, on peut retourner le compliment. Je voudrais savoir donc la feuille de route qui a été donnée à Madame Aubry et le rôle qui lui est assigné en ce conseil municipal, du fait même que jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas une élue, ni même quelqu'un qui participe de la vie de notre cité. Elle n'est qu'une experte. Et vous savez que les experts en cette enceinte, on en a eu d'autres à d'autres moments, qui n'ont pas dit que des vérités si l'on en juge par les conséquences qui ont suivi. Je pense en particulier, par exemple, à une certaine DSP de chauffage bois. Je ne comprends pas. Je donnerai ensuite mon avis sur les orientations budgétaires dès lors que je saurai. Il y aura un débat. Si le maire de Tarbes il y aura un débat tout à l'heure. Il y aura un débat d'orientation budgétaire. Je ne comprends pas que sur un sujet aussi sérieux, on puisse tenir des propos aussi minables. Je m'étonne que vous, qui êtes personne que je tiens pour intelligente. Ce que je trouve minable, c'est votre manière de scénariser le budget et les orientations budgétaires de ce conseil municipal, monsieur le maire. Je ne scénarise rien, madame. Je pense que vous confondez les discours de madame Aubry et de monsieur Aubry, qui n'ont rien à voir. Je ne scénarise rien. Quant au cabinet de madame Aubry, il y a combien d'années, madame, que vous êtes conseiller de la mairie de Tarbes? Il y a combien d'années, s'il vous plaît?
Ça fait depuis 1989 que ma société travaille pour la ville de Tarbes. Depuis 1989, sauf que jusqu'à présent, chaque année, on avait un rapport sur l'évolution. Il se trouve que les rapports, on ne les présentait pas en conseil municipal parce qu'ils étaient plutôt positifs pour la gestion de la municipalité qui gérait la mairie, mais que là, compte tenu du contexte et de la gravité de la situation, j'ai demandé à Madame Horry si elle acceptait de bien vouloir présenter son rapport au conseil municipal. Et vous, là, vous commencez à lui tirer dessus. Mais je suis effondré, vraiment, alors qu'il y a une situation grave que je viens de vous dire que, si vous le voulez, on est prêt à travailler tous ensemble pour voir comment nous allons, dans cette situation, choisir les meilleures options pour pouvoir assurer et le maintien de l'investissement et le bon fonctionnement de notre municipalité, compte tenu de toutes ces informations qui nous sont quand même fort utiles. Et vous prenez comme premier argument que des propos qu'on entend régulièrement lors des séances budgétaires, etc., ou des propos politiciennes. Mais quand vous parlez de la politique politicienne, M. Montoya ou Mme Vieux, la politique du gouvernement actuel, c'est pas vers moi qu'il faut regarder, c'est vers ceux qui soutiennent le gouvernement actuel. Vous devriez vous regarder dans une glace, car c'est vous qui avez installé ce gouvernement en place. C'est facile aujourd'hui de vous dédouaner en disant nous on se lave les mains, on n'a rien à voir dans tout cela. Mais je suis désolé, on est dans une situation qui est celle que nous connaissons. On doit tous se retrousser les manches aujourd'hui et essayer de trouver les bonnes solutions. Alors, s'il vous plaît, mettez la politique de côté, vous et vos amis, et voyons comment on va pouvoir travailler ensemble. Madame Pham. Oui, monsieur le maire. On parle d'économie à faire et vous expliquez que c'est une situation difficile. Moi, je vous pose une question. On doit faire un effort. On doit économiser 50 milliards d'euros. Et quand j'entends les candidats à l'UMP qui parlent de 110 milliards et 150, est-ce que vous pouvez nous dire quelles seront les conséquences sur le budget? C'est multiplié par 3, par 2 à 3. Alors... Je crois que vous n'avez rien compris les uns et les autres. Hein. Ni vous, ni vous, ni M. Montoya, ni Mme Si, on a compris. On vous demande comment on ferait. Pourquoi rapporter un débat qui concerne la ville de Tarbes, qui est sérieux et grave? Pourquoi vouloir reporter cela sur la politique nationale, sur laquelle nous n'avons aucun pouvoir? Mais c'est trop facile. Mais vous êtes parti. Mais c'est trop facile. Le documentaire est parti de la politique nationale. Non, donc on en revient là. Si. Non, madame, je n'en fais pas partie, et vous non plus d'ailleurs. C'est pour ça que je vous accuse, pas vous. Vous n'en faites pas partie, vous non plus. Madame Vieux. Alors voilà, donc maintenant je vais donner mon avis. Oh. Voilà, alors première chose, je voudrais vous dire que moi aussi, je condamne ce qui est la politique gouvernementale. Et pas simplement, et vous le savez bien, monsieur le maire, et vous le savez au travers de mes votes, quels qu'ils soient dans n'importe quelle collectivité. Non pas simplement comme un fait dogmatique, mais pour les raisons que vous avez données, parce qu'amputer encore 28 milliards l'ensemble des collectivités, ça n'est fait un frein au développement de cet espace public et à toute la politique d'investissement, puisqu'on sait chacun que 70% de l'investissement se fait dans les collectivités. On est d'accord là-dessus. Et si vous voulez, au mois de décembre, et c'est vrai aussi au Grand Tarbes, je veux bien voter une motion pour demander au gouvernement et à l'État qui nous verse les dotations qu'ils nous doivent, aucun problème. Ça, c'est la première chose, et je pense qu'elle impute tout le monde. La deuxième chose... Je peux vous dire que ça va être vachement utile. Hein. Donc, ça va être vachement utile, mais à un certain moment, on se bat comme on peut, et moi, je crois au rapport de force, excusez-moi. Je voudrais ajouter d'ailleurs... C'est la seule chose que je donne à Madame Pham, c'est que si M. Sarkozy ou M. Fillon reviennent au pouvoir, ils ne feront qu'accroître cette même politique, ce que je condamne également. Deuxième point que je voulais vous donner... Tandis que si c'est M. Mélenchon, ça changera tout, bien évidemment. En tout état de cause, on relancera une politique de la demande, pas une politique de l'offre. En tout cas, on essaie d'aller dans ce sens-là. Ce que vous dites ne veut rien dire. Monsieur le maire, et me semble-t-il, on a toujours pratiqué ainsi là où on était. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que Pierre l'a dit, pour moi, la question de l'endettement et du désendettement n'est pas non plus un dogme.
On désendette parce que c'est légitime, parce qu'une collectivité ne peut pas être dans le rouge, mais en même temps, il y a des moments où il faut jouer sur la part de l'emprunt pour ensuite investir sur des travaux utiles quand il y en a besoin. Ah, déjà. Voilà. Ça, deuxième argument, peut-être vais-je l'utiliser tout à l'heure. Non, mais là, vous avancez, voilà. La troisième chose, c'est que je pense qu'il y a toute une part de fonctionnement dans une collectivité locale. Et aujourd'hui, pour l'année 2015, si on réduit la part du fonctionnement, on peut évidemment réduire une part du fonctionnement quand elle n'ampute pas les politiques publiques et qu'elle n'ampute pas les usagers. Mais il faut être précautionneux parce que diminuer le fonctionnement, c'est diminuer une partie de nos missions publiques. Et je regarde avec beaucoup de parcimonie cette question-là quand il s'agit des écoles, quand il s'agit de l'aide sociale, quand il s'agit de la vie associative, quand il s'agit de d'autres missions, mais également quand il s'agit des budgets annexes. Et pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait un certain nombre de budgets annexes, je pense en particulier à la restauration, qui peuvent comme ça se solvabiliser, sauf à monter les tarifs, et à amener justement les usagers à être eux-mêmes ceux qui vont devoir payer pour avoir la prestation. Et c'est rajouter de la crise à la crise. Quatrième point, je voulais dire que pour ma part également, je pense que même dans un budget contraint, il faut poursuivre l'investissement. Il faut poursuivre l'investissement pour toutes les raisons qu'on a données, mais en particulier parce qu'une ville, c'est un pouls vivant, qu'aujourd'hui on est dans une ville qui doit s'accroître, avec une agglo qui doit résister par rapport à la mise en place des métropoles. De ce point de vue-là, moi j'ai besoin, et je ne le vois pas comme tel dans les orientations budgétaires telles qu'elles sont définies, de savoir où va être la marque d'investissement de la nouvelle mandature. Je vois des travaux qui doivent être achevés. Je voudrais savoir où on va mettre notre détermination et notre volonté politique dans le développement de Tarbes, vers quel grand chantier. Voilà. Toute dernière chose, au regard de tous ces éléments, je ferai partie des gens qui pensent qu'en effet, il ne faut pas réduire la voilure au niveau fonctionnement, et que de ce point de vue-là, en effet, je préfère jouer sur la question de l'emprunt et la question du désendettement, ou alors pensionner dans des grosses dépenses que je qualifie inutiles, ou que je qualifie d'inutiles, ou en tout cas qui ne sont pas bonnes du point de vue social, du point de vue économique ou du point de vue environnemental. Je n'en vois pas beaucoup. En tout état des causes, il faudra les trouver ensemble. On en a donné à d'autres moments, les caméras de vidéosurveillance et d'autres. On regardera ça jusqu'au mois de décembre, mais je fais partie de cette dynamique et de cette logique-là, je tenais à le dire. Ben voilà, vous allez voir qu'il y a des choses que vous dites, qu'on va évoquer dans les orientations budgétaires, et que vous retrouverez d'ailleurs dans le budget que je vous proposerai le 18 décembre. Alors là déjà, il y a quelques propositions positives. Est-ce que jusqu'à présent, personne n'a posé de questions à Madame Horry, hein? Chacun a sorti son laïus. Est-ce qu'il y a des questions pour Madame Horry? Non? Bon, puisqu'il n'y a pas de questions, Madame Horry, merci beaucoup. Merci d'avoir rappelé que votre cabinet conseille la mairie de Tarbes depuis 1989. J'espère qu'on continuera encore ensemble. Monsieur Lagonel. Non, moi, j'ai trouvé cet exposé très pertinent, très argumenté, et je voulais savoir s'il était possible de le diffuser à l'ensemble du conseil municipal. Merci. J'ai demandé qu'on nous donne un exemplaire de tous les documents, et chacun l'aura, parce que c'est quand même très important. Merci. C'est prévu. Merci, Madame Horry. Vous demande, si vous le voulez bien, maintenant, pour le point numéro 3, comme d'ailleurs pour le point numéro 15, si vous voulez bien que nous puissions, comme nous le faisons chaque fois, nous déterminer à main levée. Si quelqu'un demande un vote à bulletin secret, nous le ferons. En attendant, donc sur ce point numéro 3 que je vais vous présenter, il s'agit
de désigner des délégués du conseil municipal à la commission d'information et de suivi du site de l'unité de valorisation des déchets non dangereux du département, l'UTV 65. Oui, monsieur Lagonel. Oui, concernant ce point 3, Tarbes pour tous est très sensibilisé à ce sujet de l'implantation de l'UTV 65 à Bordère. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a suivi à Tarbes pour tous de très près ce projet depuis des mois et des mois, que nous avons été les seuls au sein du conseil municipal à voter contre l'implantation de ce projet. Donc je ne vous cache pas que nous aimerions beaucoup pouvoir faire partie de cette commission d'information. Donc ma demande est la suivante. Est-ce qu'il est possible de rajouter un membre? Et si ce n'est pas possible, est-ce que vous-même et mademoiselle Mendes accepterez que mademoiselle Mendes soit remplacée par Laurence Ancien en tant que membre suppléant de cette commission? Je suis désolé, mais ce n'est pas possible, car M. Piron et mademoiselle Mendes, compte tenu de leurs engagements dans les compétences que je leur ai déléguées, sont parfaitement adéquates pour siéger au sein de l'UTV 65. Et ce, d'autant plus que beaucoup de travaux préparatoires ont été suivis par M. Piron. Tu veux dire un mot là-dessus, s'il te plaît? Non? Non, simplement qu'il n'y a qu'un poste à pourvoir et qu'après c'est un poste suppléant. Donc en fait, comme j'ai l'intention de participer à toutes les réunions, je veux dire, ma suppléante ne sera que très peu sollicitée. Maintenant, M. Lagonel, je pense que le Grand Tarbes doit également avoir un poste. Vous pouvez toujours demander. Je n'y manquerai pas, mais c'était... J'ai pas osé faire cette réponse moi-même, par respect pour votre positionnement. Voilà. Donc, alors si vous n'êtes pas d'accord, on va faire un vote à bulletin secret. Hein. Vous maintenez votre candidature, Madame Ancien? Non. Non, on le demande parce que vous savez que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Ça ne vous empêche pas. Ça aurait été bien qu'il y ait un membre de l'opposition et de la majorité. Puisque c'est un sujet qui vous tient à cœur, et je rappelle que vous étiez contre ce projet et que malgré votre position, Madame la préfète a voté l'autorisation, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes qui étaient pour, mais ça ne vous empêchera pas de travailler avec M. Piron sur ce sujet. Et je pense qu'il sera ravi de recueillir votre sentiment chaque fois que possible. M. Piron? À toutes les commissions d'environnement de la ville de Tarbes, nous évoquerons le sujet. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques sur ce projet? Il n'y a pas d'autres candidatures. Vous êtes d'accord pour un vote à main levée? Ceux qui sont contre le manifeste en levant la main, ceux qui désirent s'abstenir, il en est ainsi décidé. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au rapport sur l'évolution de l'endettement. Monsieur Brunet. Bien, merci, Monsieur le maire. Ce rapport que nous présentons désormais chaque année au conseil municipal fait quelque peu écho à certains propos qui se sont tenus à la suite de la présentation de l'étude de Madame Horry. Je rappellerai simplement, si vous me le permettez, Monsieur le maire, en préliminaire à la présentation de ce rapport, que lorsque toute entité, quelle qu'elle soit, fût-ce une collectivité territoriale, emprunte de l'argent, elle ne le crée pas, elle ne le fabrique pas dans les ateliers d'imprimerie de ses sous-sols ou de toute autre imprimerie, elle l'emprunte sur ce qu'on appelle les marchés. Et les marchés, je sais bien que pour quelques-uns dans cette assemblée, c'est un mot valise, un totem ou une petite poupée vaudou qu'on se plaît à piquer régulièrement. Ce sont des organismes financiers, quels qu'ils soient, qui apprécient les conditions dans lesquelles ils attribuent des prêts, notamment le taux, les risques de pénalité, etc., en fonction de la santé financière de la collectivité telle qu'elle est présentée. Donc, quand certains évoquent la nécessité de recourir plus massivement à l'emprunt, en dépit du fait que des soldes pourraient, le cas échéant, se dégrader, ça veut dire que les conditions dans lesquelles on emprunterait l'argent à ces poupées vaudou seraient nettement dégradées. Je suis ravi de faire rire Pierre Montoya. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est un des paramètres extrêmement importants auxquels il faut être vigilant. Alors, j'en viens au rapport sur l'état de l'endettement. Vous savez que
depuis des années, depuis le début que nous avons pris en main les affaires municipales, nous avons toujours eu pour souci constant de procéder à une résorption de l'encours de la dette due par notre collectivité, encours de la dette dont je vous rappelle qu'il se situait à des niveaux extrêmement élevés, très très élevés lorsque nous avons pris les affaires municipales en 2001 et qui sont encore élevés, c'est ce que j'allais dire monsieur le maire, c'est que en dépit des efforts de près de 30 millions d'euros que nous avons consentis depuis 2001, nous sommes encore à un niveau d'endettement assez élevé par rapport à la moyenne de communes dites de notre strate, pardon pour ce mot de jargon, ce qui veut dire que ce ne sont pas les conditions les plus optimales pour recourir à un financement de nos activités sur les marchés. Alors l'encours de la dette au 31 décembre 2014, tel qu'on peut d'ores et déjà l'annoncer pour la fin de l'exercice budgétaire qui est actuellement en cours, c'est 66 854 000 euros. Je vous fais grâce des derniers euros, dont un encours swappé de 5 339 750 000 euros. Un total d'emprunts de contrats en cours sur l'encours de dette de 55, plus qu'un seul au titre des contrats dits swappés, c'est-à-dire ces contrats complexes structurés. Taux moyen hors swap 3,13%, taux moyen swap compris 3,36%, durée résiduelle moyenne de l'encours de la dette, 9 ans et 11 mois, en légère baisse par rapport à l'exercice antérieur, puisque je ne sais pas si c'est dans le tableau suivant, mais en tous les cas, c'est une donnée que j'ai sous les yeux que je vais vous donner. L'encours swappé est à 5 330 000, il a diminué d'1 million d'euros par rapport à l'exercice 2013. Le nombre de contrats en cours est passé de 59 à 55. Et la durée résiduelle moyenne était à 10 ans, elle est désormais légèrement en dessous de 10 ans. La répartition de l'encours par différents budgets, budget principal et budgets annexes, vous vous en doutez bien, l'essentiel de l'encours porte sur le budget principal, 86%, ce qui représente de l'encours de 57 millions et demi, un peu plus de 57 millions et demi. Vous voyez la répartition sur les différents budgets annexes, 3 millions 2 sur l'eau et l'assainissement, 2 millions sur l'arsenal, 650 000 sur la restauration collective et 3 300 000 sur l'espace Broban. Alors la répartition de cet encours, la ventilation de cet encours en fonction par type de taux et la ventilation des différents taux moyens que nous avons, 68%, 38% de l'encours de la dette est un encours à taux fixe. L'année dernière, il était de 65,34%. Donc vous voyez une progression. Les taux indexés sont passés à 21,62%, ils étaient à 23,05%, et les taux structurés à 10%, ils représentaient 11,61% de l'encours de la dette. Le type de taux, taux moyen de la dette à taux fixe 3,65%, taux moyen de la dette à taux indexé 1,02%, taux moyen de la dette à taux structuré 4,43% et taux moyen de la dette à taux indexé plus structuré, c'est-à-dire mixé, 2,16%. Alors, la dette à taux fixe, sur les 55 contrats en cours, elle représente 24 emprunts, 68,8% de la dette totale, soit 45 700 000. Taux moyen, 3,65%. Vous voyez, je vais vous faire grâce de la lecture intégrale de ce tableau, mais vous voyez la ventilation de l'encours de la dette par rapport à la fourchette de taux, et vous voyez que la majorité de la dette se situe entre 3 et 4%. Le tableau suivant, s'il vous plaît. La dette à taux indexé, 21,62% de la dette totale, 14,4 millions, 29 emprunts, taux moyen 1,02%. Et vous voyez les différents index qui sont concernés. L'essentiel, donc, c'est sur le taux monétaire Euribor, 56%. Le tableau suivant, s'il vous plaît, la diapositive suivante. Donc la dette à taux structuré, il ne reste plus que 2 emprunts, dont la moyenne est à 4,43%. Vous avez un capital restant dû sur un emprunt souscrit auprès de RBS
il reste 1 300 000 qui est actuellement à un taux à 8%, et donc dont le taux évolue en fonction d'une parité entre le dollar et le franc suisse. Mais vous voyez que c'est un risque qui désormais est parfaitement circonscrit et limité en impact, puisqu'il représente 2% de l'encours total. Et puis, alors le fixe MS, là on va rentrer dans de la technique, c'est un produit complexe qui est fondé sur des écarts entre différents supports de taux. Il est souscrit auprès de Dexia, il est actuellement à 3,49%, et il représente moins de 8% de l'encours total. Le tableau suivant, les instruments de marché. Donc je rappelle, comme c'est rappelé chaque année, que le swap est un instrument financier qui permet, swap en anglais donc c'est un échange, une inversion, qui permet à la collectivité d'échanger les conditions d'intérêt et d'indexation d'un prêt. La ville peut échanger un taux fixe contre un taux variable ou inversement. Ces opérations de marché sont réalisées naturellement conformément aux directives et aux circulaires dont celle qui fait référence date de 92, réactualisée en 2010. Donc nous avons un swap avec la Société Générale. Vous avez la description de l'indexation. C'est un taux de 5,95% si l'écart entre le taux d'intérêt à 10 ans en Grande-Bretagne et le taux à 10 ans en Suisse est supérieur ou égal à 0,90%. Et donc ça représente un encours en capital restant dû au 31 décembre 2014 de 5 330 000 pour un taux d'intérêt actuel de 5,5%. Alors, vous avez ce que je disais tout à l'heure en ouverture de cette présentation. Vous avez le tableau d'évolution de l'encours de la dette entre 2000 et 2014. Alors, vous voyez, pour que ce soit lisible, on l'a partagé en 2 diapositives. La première diapositive fait courir la période allant de 2000 à 2007. Alors je lui ai demandé, je ne sais pas qui c'est qui passe les diapositives, de jongler entre les deux. Revenez à la première s'il vous plaît. Donc vous voyez qu'en 2000, nous étions à 96 96,6, donc au 31 décembre 2000, juste donc à la fin de l'exercice qui a précédé le nôtre, et nous sommes aujourd'hui à 67 684. Donc vous voyez qu'on a réduit, comme je disais tout à l'heure, de près de 30 millions d'euros l'encours de la dette. Alors si on revient au tableau précédent, vous voyez l'annuité, c'est ce qui pèse réellement sur nos comptes annuels, 14 500 000 en 2000, en 2014, merci de venir au tableau suivant, vous le voyez, donc 10 450 000, donc une réduction de la charge de la dette de 4 millions d'euros. Le ratio encours dette par habitant, 1958 euros en 2000, en 2014, 1513. Le ratio encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement, plus de 145% en 2000 et en 2014, vous voyez qu'on est passé à moins de 90%. Et enfin, le ratio investissement par habitant, on était à 190 en 2000 et on est passé à 356. Donc vous voyez que cette réduction de l'encours de la dette, de la charge de la dette et du poids de la dette sur nos comptes, c'est néanmoins accompagné, a pu être possible en dépit d'un fort accroissement de l'investissement au bénéfice de notre collectivité. Il a été rappelé par certains collègues lors du débat précédent à quel point l'investissement pour une collectivité comme la nôtre est important. En conclusion, et ce sera la seule lecture que je ferai sur la note qui m'a été préparée par les services, malgré une situation peu enviable en matière d'endettement voici encore quelques années, la ville a su, je l'ai rappelé, rétablir ses ratios et je viens de vous le démontrer à l'instant. Ce redressement est avant tout le fruit de la volonté politique marquée par l'exigence d'une gestion rigoureuse au quotidien, accompagnée d'une gestion active et dynamique de sa dette, puisque tout ceci n'est pas le fruit du hasard et a été l'objet d'un travail de suivi très précis. Cette politique aura permis jusqu'à présent à la ville d'améliorer son épargne brute et nette de gestion. Vous avez vu les menaces qui pèsent sur ces ratios néanmoins, d'accroître de façon significative son effort d'investissement et de procéder à un recours à la fiscalité locale modéré et maîtrisé. Et les histogrammes que vous avez sous les yeux ne font qu'illustrer de façon éloquente ce que je viens de démontrer avec des chiffres.
Voilà, Monsieur le maire, ce qu'il pouvait être dit sur ce rapport sur l'évolution de l'endettement de notre commune. Merci, Monsieur Brunet. Madame Pham. Oui, alors, on remarque effectivement qu'il reste 66 millions d'euros au niveau de l'encours de dette, mais qu'il y a un mouvement que nous approuvons totalement, puisqu'on a diminué fortement cet encours. Malgré tout, cette dette, elle pèse surtout par rapport à une perte de population. Parce qu'effectivement, si la population de Tarbes ne s'affaiblissait pas autant, eh bien, on supporterait mieux cet encours de dette. Et à l'avenir, on se demande ce qui va rester, puisque au niveau des personnes qui restent fidèles à Tarbes, ça va être de pire en pire pour les uns et pour les autres. Donc, que comptez-vous faire pour faire en sorte que les Tarbais restent et ne partent pas sur la périphérie tarbaise ou ailleurs? Monsieur le maire me propose de répondre, moi, pour lui éviter d'être désagréable. Je vais essayer d'éviter de l'être, Madame Pham, en dépit de la sympathie que je peux avoir pour vous. Permettez-moi de le dire, moi, quand j'étais enfant, quand j'étais à l'école primaire, on m'expliquait qu'il fallait éviter de mélanger les patates et les navets quand on faisait des additions, quand on faisait les cours de mathématiques et de calcul. Nous parlons de l'évolution de l'endettement, de grandes masses financières qui pèsent sur notre collectivité. Vous nous parlez d'évolution démographique. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat sur l'évolution démographique. Beaucoup de communes de notre département, de façon générale, depuis de longues années, rencontrent des difficultés en matière démographique. Je suis né sur le plateau de Lannemezan, une région que vous connaissez parfaitement bien, et je ne crois pas que les évolutions démographiques y aient été particulièrement plus favorables qu'ici. Je crois malheureusement qu'elles ont été encore pires. Mais quand bien même, Madame Pham, quand bien même, la population connaîtrait un accroissement important. Certes, le ratio dette par tête de pipe, par habitant, serait meilleur. Formidable. Mais ça ne change rien à l'argent qu'on doit. Je veux dire que, pardon d'être basique, pardon d'être peut-être simpliste, mais quand on parle de l'encours de la dette, on ne parle pas d'un ratio qu'on présente pour qu'il soit plus joli, moins joli, etc., ce dont on se fiche comme de l'an 40. L'encours de la dette, c'est l'argent qu'on doit. Mais c'est plus supportable pour la population. Mais non, mais l'argent qu'on doit, madame, l'argent qu'on doit, il est là. Alors que le ratio puisse changer, c'est le ratio pour se situer par rapport à d'autres collectivités. Mais ce qui compte, c'est l'argent qu'on doit, comment on va y faire face, comment on va le rembourser, est-ce qu'on doit l'accroître et à quoi ça nous sert. C'est-à-dire que, pardon, je ne veux pas être désagréable, mais dissimuler un débat sur l'endettement uniquement pour nous dire pour éviter de nous dire que les efforts consentis depuis 2001 ont finalement été couronnés de succès, que c'est encore insuffisant, mais qu'on veut continuer, et peut-être le cas échéant nous féliciter, ce qui aurait été sympathique. Vous dissimulez le débat derrière un écran de fumée démographique. Bon, je trouve que c'est un peu dommage et ça ne répond pas à la question posée. Voilà, monsieur le maire. Quant à moi, je regrette, je vois que ça ne sert à rien, que vous n'ayez pas pris la peine de lire le livre que je vous ai offert, le livre de Jean-François Soulet, car si vous l'aviez lu, madame, vous verriez depuis quand l'évolution démographique est en déclin sur notre ville, et cette évolution démographique est négative, elle remonte bien avant l'année 2001. On vous voit arriver avec vos gros sabots, c'est un peu simpliste, comme l'a dit M. Brunet. Lisez le livre de M. Soulet, qui est, lui, un économiste objectif, qui ne veut pas faire de polémique. Lisez-le, et vous verrez les raisons de la perte de population du cœur de la cité, et vous verrez à quand ça remonte. Enfin, je ne veux pas revenir sur un débat qu'on a eu ici, vous n'étiez pas là, mais bon, s'il faut, je le referai. S'il faut que je revienne sur le recensement de 1999, je vais y revenir, ça ne me gênera pas de dire qu'en 1999, quand le recensement a été réalisé, tout a été fait, je dis bien tout,
pour que la population de la ville de Tarbes dépasse 50 000 habitants, pour que notre ville puisse bénéficier de davantage de dotations de l'État, alors qu'elle était dans une situation de quasiment mise sous tutelle. Je suis désolé de dire ces choses, Monsieur Palmade, c'est bien, et je ne veux pas revenir sur ces débats. Alors, essayer de nous imputer aujourd'hui une perte de population, c'est un peu facile, un peu facile. Monsieur Montoya, puis Monsieur Lagonel. Oui, il n'est pas question de mettre en cause qui que ce soit, mais le constat, on peut quand même faire le constat, faire un bilan pour l'avenir, puisqu'on est en début de mandat. C'est un nouveau mandat, là. Donc il nous faut des bases. Et je lis là, effectivement, les ratios en cours par habitant ont augmenté parce qu'il y a moins de foyers fiscaux, parce qu'il y a moins d'habitants. Alors la question que l'on doit se poser également, on peut faire le constat, pourquoi la population a baissé? Mais je dirais qu'on doit se poser aussi la question de l'attractivité de la ville. C'est que depuis quelque temps, cette population a baissé de manière draconienne et donc ça illustre le manque d'attractivité de la ville. C'est ce que cela traduit. Donc il faut qu'on le prenne en compte. Sachant très bien, Monsieur le maire, que je préfère faire partie des archaïques que des modernes. Il y a une phrase d'Olof Palme qui était extraordinaire, qui disait « Je suis du camp des archaïques parce que les archaïques ont conquis tout ce dont jouissent les modernes aujourd'hui et qu'ils sont incapables de sauvegarder. » C'est vrai, vous avez raison. Ce sont les archaïques qui nous ont laissé une dette de 96 millions d'euros. Vous avez tout à fait raison. Ce sont les archaïques qui ont amené la ville de Tarbes à la fin des années 90 au bord de la mise sous tutelle. Ce sont les archaïques qui ont endetté la ville avec une épargne nette négative alors qu'il n'y avait quasiment pas d'investissement. S'il y avait eu des investissements en face, on aurait dit bon d'accord, c'était pour payer des dépenses de fonctionnement. Alors ces méthodes de gestion archaïques, elles ne nous intéressent plus. Elles nous intéressent plus. Alors ensuite... qu'est-ce qui rend une ville attractive? C'est vrai que du temps où la ville était une ville communiste, elle était vachement attractive. Ben ça, c'était formidable. Tout le monde venait à Tarbes. Tous les chefs d'entreprise venaient s'installer à Tarbes. Ville communiste, génial. Moi, je me souviens, Monsieur Montoya, vous faisiez partie, Monsieur Montoya, de ceux qui défilaient à la fin des années 80 avec les banderoles, les Américains dehors pour que Hughes Tool s'en aille. Oui. Alors, ce qui fait l'attractivité d'un territoire, Monsieur Montoya, c'est d'abord et en premier lieu l'emploi. L'emploi. Et quelles sont les villes qui sont les plus attractives? Ce sont les villes les plus riches. Parce que ce sont les villes qui peuvent permettre aux porteurs de projets de venir s'installer sur leur territoire dans des conditions incomparables et qui disposent de terrain, qui disposent d'espace. Or, à Tarbes, puisque vous connaissez la ville aussi bien que moi, peut-être même mieux, vous savez très bien qu'on ne dispose pas de terrain sur la ville de Tarbes, je dis bien sur le territoire de la ville de Tarbes, que par ailleurs le mode d'habitat a changé, que avant, depuis la fin des années 50, on a développé un habitat vertical qui a fait que, et notamment avec l'arrivée, mais lisez le livre de Monsieur Soulet, vous allez avoir tout cela parfaitement expliqué, vous allez voir l'évolution de la population au début des années 60 avec l'arrivée des pieds noirs, etc. La construction verticale où il fallait construire rapidement des milliers de logements pour les accueillir. Aujourd'hui, le mode de logement a changé. On démolit les tours de 7 étages sans ascenseur pour construire aujourd'hui des immeubles R+2. Et effectivement, quand on construit sur un même terrain des bâtiments R+2 au lieu des 7 étages sans ascenseur, eh bien, il y a moins d'habitants. Et ces habitants-là, ils préfèrent aller acheter des terrains en périphérie tarbaise pour se construire leur petite maison et pouvoir jouir d'un mode d'habitat différent. Ce qu'on voit aujourd'hui, venez, c'est samedi qu'on a les nouveaux arrivants, samedi. Régulièrement, nous accueillons les nouveaux arrivants à Tarbes. Nous accueillons samedi. Chaque fois, il y a entre 200 et 300 personnes qui répondent à l'invitation. En réalité, il y en a beaucoup plus.
eh bien vous verrez qu'il y a beaucoup d'anciens Tarbais, par exemple, qui étaient partis travailler loin, à l'étranger, parce qu'il n'y avait pas de boulot ici, et qui, prenant leur retraite, eh bien, reviennent chez eux. Et quand ils reviennent ici, c'est parce qu'ils trouvent la ville attractive. Ils la trouvent attractive. Ensuite, je vous le dis, le problème d'emploi, il faut quand même qu'on soit modeste. Ce ne sont pas les élus qui créent les emplois, ce sont les chefs d'entreprise. Et pour faire venir des chefs d'entreprise ici, ça ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. Je vous ai rappelé que sur le site de l'Arsenal, il y a quelques années, il restait 0 emploi, 0 personne qui travaillait sur le site. Aujourd'hui, il y en a plus de 600. Sur la zone d'activité d'Ibos, en 2008, il y avait une 60aine d'emplois et 4 entreprises. En 2014, il y avait une 30aine d'entreprises et plus de 800 emplois. Nous avons inauguré il y a quelques jours le garage Renault, enfin le village automobile. Vous allez voir le nombre d'emplois qu'il va y avoir sur cette zone d'activité Cognac dans quelques mois, ça va se compter par centaines. Eh bien, Monsieur Montoya, c'est comme ça que tout doucement, on arrive à reconquérir l'attractivité d'un territoire en termes d'emploi, tout doucement. Et c'est ce qu'on essaie de faire, mais à notre modeste échelle et avec les moyens qui sont les nôtres. Monsieur Palmade. Merci. Pardon, c'est Monsieur Lagonel d'abord, je pense. Lagonel, pardon. Écoutez, ça va vous faire plaisir, mais ma collègue Laurence Ancien et moi-même tenons à saluer l'effort de désendettement continu qui est engagé par la ville de Tarbes, non seulement depuis 2001, mais pour être exact, depuis 1995. Ça va faire bientôt 20 ans que la ville de Tarbes se désendette de manière continue. Oui, et effectivement, puisqu'en 1995, pardon de vous interrompre, comme elle devait être mise sous tutelle, et heureusement qu'il y avait des élections municipales, M. Forgue, dès 1996, quand il a été élu premier adjoint chargé des finances, la première des choses qu'il a faites, ça a été d'augmenter les impôts de 10%, parce que c'était une obligation pour commencer à réduire la dette. Vous avez raison. N'empêche que, jusqu'à fin 2000, l'épargne nette était toujours négative. Bon, donc on est d'accord, on se désendette depuis 1995 avec des circonstances différentes, mais ça va faire bientôt 20 ans qu'on se désendette et on va continuer l'année prochaine, donc ça va faire 20 ans. Bon, c'est un mouvement que nous approuvons, je dirais même plus que nous encourageons. On constate cependant que si ce mouvement de désendettement a été puissant, on peut le dire, de 2001 à 2007, il est assez faible depuis 2008, où le désendettement n'est que de quelques centaines de milliers d'euros par an, mais il est réel. On constate aussi qu'il ne faut pas relâcher l'effort, car la ville de Tarbes a un ratio d'encours de dette par habitant de 1 513 €. Ça veut dire qu'en gros, chaque Tarbais doit 1 513 €, du bébé dans son landau jusqu'à la personne âgée en maison de retraite, et que la moyenne nationale, elle est de 1 092 €. Donc, malgré les efforts que nous faisons depuis 20 ans, on est encore à 50% au-dessus de la moyenne nationale. Il y a donc du pain sur la planche. Et là, je mets en garde tous ceux qui voudraient céder à la tentation facile de l'emprunt. C'est vrai que les taux sont très, très bas, historiquement, et qu'on pourrait être tenté de recourir à l'emprunt. Moi, je préfère mettre en garde contre ce mouvement et de jouer vraiment la prudence et le sérieux. C'est dommage, Monsieur Lagonel, que chaque fois que vous essayez de dire quelque chose de sympathique, ce soit immédiatement assorti d'une vacherie. C'est un peu dommage. Je vais vous dire quelque chose, Monsieur Lagonel. Je pense que quand on va discuter ici même du budget 2015, vous ferez partie de ceux qui diront finalement, il vaut mieux augmenter l'emprunt que l'impôt. Parce que vous verrez que les options, elles ne seront pas très grandes. Alors c'est bien joli de dire ce que vous venez de dire à l'instant, mais je vous attends au tournant au moment du budget 2015 pour voir ce que vous allez nous proposer. Est-ce que vous allez nous proposer de continuer à réduire l'endettement? Est-ce que vous allez nous dire qu'il faut continuer à faire taux zéro? Vous avez pu voir dans les analyses prospectives objectives, c'est-à-dire, ça s'appelle au fil de l'eau. Vous avez vu que dans cette hypothèse-là, dès 2015, on tombe à une épargne nette, ou 2016, une épargne nette négative. Je suis désolé, je n'irai pas jusque-là. Donc je pense qu'à ce moment-là, il faudra qu'on se mette d'accord. Mais vous avez pu voir
dans le document d'orientation budgétaire que nous avons proposé cette année, vous avez pu voir qu'il y a des options, qu'il y a déjà des options de réflexion. Mais je tiens à vous dire, il sera impossible de dire on n'augmente pas l'impôt, on continue à se désendetter, on continue à investir, on ne diminue pas les subventions aux associations, etc. Ce sera impossible, impossible. Monsieur Palma. Merci. On n'a pas encore abordé le débat d'orientation budgétaire et je me demande ce qui va rester pour ce prochain débat d'orientation. Budgétaire, et je souhaite qu'il soit de meilleure qualité que ceux que l'on vient d'entendre maintenant. J'arrête alors ou quoi? Ah oui, attends. Hein? Considérer que le débat n'a pas de grand niveau, c'est que les questions ne le sont pas non plus. Je ne dis pas que le débat n'est pas de grand niveau, je dis que je viens d'entendre, et en particulier chez vous, des propos à l'emporte-pièce et des anathèmes. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'attention le livre de Jean-François Soulet. Et ce que je constate, c'est qu'il y a une forte différence entre Soulet et Trémège. Soulet, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime, se comporte pour ce qu'il est, un homme de bon sens, un historien, un économiste, et qui fait l'analyse par rapport à une ville qu'il aime beaucoup et qui, je crois, pourra rester, ses propos pourront rester dans l'histoire comme si ce qui s'est passé réellement. Ce n'est pas du tout ce que vous faites, vous, monsieur Trémège. Pour vous, monsieur Trémège, il y a... Comment? Honnêtement, vos propos non plus ne resteront pas dans l'histoire. Ah non, non, non. Non, mais j'ai jamais dit que les vôtres ne restaient pas dans l'histoire, mais j'ai dit que c'était des propos à l'emporte-pièce. Pour vous, deux choses dominent. Un, tout commence en 2001. Tout commence en 2001. Vous avez dit ça, et répété, et depuis tout à l'heure, vous ne faites que dire cela. Auparavant, il y avait une municipalité dispendieuse, une municipalité qui avait entraîné la ville au bord du gouffre, et je reprendrai la formule de Pierrot Montoya tout à l'heure. Non, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées, et ce n'est pas comme ça que les décrit Jean-François Soulet. Deux, vous revisitez l'histoire. Vous revisitez l'histoire, alors que Jean-François Soulet est, lui, un historien, c'est-à-dire qui présente les choses telles qu'elles se sont passées. Vous revisitez l'histoire pour dire « avec moi, les choses sont formidables. Avec moi, tout va bien. » Et on a bien fait, hein, en 2001, de changer. Mais cette ancienne, vous n'arrêtez pas de la répéter depuis le début. Essayez d'être un peu constructif. Essayez de faire un certain nombre de propositions. C'est n'importe quoi. C'est ce qui va être... Monsieur Palma, voyez ce mépris. Voyez ce mépris. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mépris? Qu'est-ce que ça signifie? Arrêtez de caricaturer. Arrêtez quoi? C'est vous qui caricaturez. Vous êtes mais c'est incroyable, vous ne changerez jamais. Hein. Arrêtez de caricaturer Monsieur les choses. Trémège, j'ai jamais dit, ouais, avec nous, c'est génial, etc. Jamais dit ça. Je résume mon propos. Que ça vous plaise ou ça ne vous plaise pas, mon propos est le suivant. 1. M. Trémège nous dit que tout commence en 2001, ce n'est pas vrai. 2. M. Trémège revisite l'histoire, je le regrette beaucoup. Monsieur Palmade, je n'ai jamais dit que tout commençait en 2001, mais il se trouve que nous sommes ici depuis 2001 et qu'on est capable de dire tout ce qui a été fait depuis 2001. Par contre, ça serait bien que vous disiez tout ce qui a été fait quand vous siégiez au sein des anciennes municipalités. Et si ça vous amuse, eh bien on va comparer un de ces jours. Et là, peut-être que vous serez un peu plus modeste. Vous serez un peu plus modeste. C'est facile de venir comme ça, donner les leçons. Monsieur le professeur, je sais pas. C'est facile. On pourra faire la comparaison. Il se trouve que nous, on est là depuis 2001 et qu'on dise ce qu'on a fait depuis 2001. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Il se trouve, oui, que ce qui a été fait depuis 2001 est plus vertueux que ce qui a été fait avant. C'est comme ça. Tout le monde le reconnaît. Je suis désolé. Allez, maintenant, on passe à la suite. Mais on pourra faire ces comparaisons. Oui, on pourra faire ces comparaisons, un débat ici. Monsieur Gérald, vous nous présentez le point suivant, s'il vous plaît. Antérieur, gestion active de la dette. Monsieur. Merci, monsieur le maire. Depuis plusieurs années, la ville de Tarbes s'inscrit dans une politique de maîtrise de sa gestion financière et en particulier de la charge de sa dette. La gestion active de cette dernière concilie l'objectif majeur de baisse des frais financiers avec celui de maîtrise des aléas liés à la fluctuation des taux d'intérêt. Afin de saisir les opportunités
offertes par les marchés financiers, la ville doit pouvoir souscrire les instruments nécessaires et usuellement disponibles pour la gestion de sa dette et de sa trésorerie. À cet effet, il convient de compléter les délégations du maire prévues dans l'alinéa 3 de la délibération du conseil municipal du 7 avril 2014, en insérant les conditions et dispositions prévues limitativement par la circulaire. Après avis favorable de la commission finances du 6 novembre 2014, il est proposé au conseil municipal d'adopter les dispositions qui figurent sur le document. Des remarques? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Adopté.